Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Reconnu comme un grand expert des médias, Antoine de Tarlé, ex-président de Télérama et ex-directeur général adjoint de TF1 et de Ouest France, observe attentivement les changements intervenus ces derniers temps à la tête des principaux groupes de presse français et dans l'audiovisuel, mais aussi l'évolution du travail des journalistes, désormais confrontés à d'importants défis éditoriaux et technologiques. Dans cet entretien, Antoine de Tarlé fait le point sur les bouleversements qui transforment le paysage médiatique, la forte défiance à l'égard des journalistes et les solutions qui pourraient redonner confiance aux Français, toujours grands consommateurs d'informations. Antoine de Tarlé, en 2019, vous avez publié un ouvrage intitulé « La fin du journalisme ». 2 ans plus tard, est-ce que la situation s'est améliorée ou au contraire s'est-elle détériorée ? On ne constate ni une amélioration ni une véritable dégradation depuis 2 ans, c'est plutôt le statu quo qui n'est pas d'ailleurs forcément satisfaisant. C'est vrai que la dérive de certaines télévisions, des chaînes tout info comme CNews, s'est poursuivie et même aggravée. En revanche, il y a quand même des médias qui tiennent bien le coup en France, aussi bien les chaînes du service public qui poursuivent une mission d'information quand même tout à fait méritoire, qu'un certain nombre de quotidiens papier, quotidiens nationaux, mais aussi presse régionale. Donc, le bilan est mitigé, et ce qui est le plus préoccupant sans doute, et qu'on remarque peut-être moins, c'est le rôle tout aussi important et même probablement croissant des réseaux sociaux dans la circulation de l'information, et notamment la circulation de la fausse information, particulièrement remarquable dans cette période de pandémie de Covid. Et là, on ne constate aucun progrès, et je pense même plutôt une dégradation, dans la mesure où une fraction importante de la population, disons en gros les jeunes de moins de 30 ans, tirent la plus grande partie de leurs informations des réseaux sociaux. La défiance à l'égard des journalistes a véritablement éclaté pendant le mouvement des Gilets jaunes, dont les médias n'avaient pas anticipé l'ampleur. La mise en évidence de la déconnexion entre le peuple et les médias restera-t-elle un des marqueurs de cette perte de confiance ? Oui, je pense que ça a beaucoup joué. On a constitué au sein du groupe Ouest France un groupe de travail, de réflexion qui comprend des membres de l'association qui est propriétaire du journal, parce que le plus grand quotidien français, Ouest France, n'appartient pas à un milliardaire, mais appartient à une association de la loi de 1901. Et on a constitué, il y a 1 an, un groupe de réflexion sur l'avenir de l'information dans les journaux du groupe. Et ce groupe, qui comprend des membres de l'association, travaille en liaison étroite avec les rédactions en chef des différents titres du groupe, notamment Ouest France, Le Courrier de l'Ouest et 20 minutes. Et c'est une des questions dont on a débattu, c'est comment expliquer que dans le cas d'Ouest France, mais ça a été le cas de toute la PQR, alors que la colère qui a donné naissance aux Gilets jaunes a commencé à démarrer sur les réseaux sociaux dès le mois de juillet, avec des boucles sur Facebook qui avaient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'adhérents. Donc, ce n'était pas du tout un phénomène confidentiel, c'était un phénomène assez massif. Or, personne dans les rédactions n'a vu monter cette colère, et les premières manifestations des Gilets jaunes à la fin novembre 2018 ont pris tout le monde par surprise. Alors, quand on en discute avec les rédactions, ils reconnaissent qu'ils n'avaient rien vu venir. Ils expliquent que les journalistes sont très pris sur le plan local par l'agenda des différentes manifestations, des initiatives des collectivités locales, villes et départements, et régions, et des réunions des différentes associations, et que de ce fait, par la force des choses, ils négligent des mouvements qui sont spontanés et qui en plus ne s'incarnent pas dans des organisations, associations, syndicats et autres. Or, le phénomène des Gilets jaunes, c'est justement un mouvement qui est né en dehors de toute forme d'organisation, ni association, ni syndicat, ni parti politique. Et je pense que la très grande
hostilité des Gilets jaunes à l'encontre des journalistes et des médias, hostilité qui, comme tu le dis fort justement, se poursuit aujourd'hui. Tient en grande partie à ça, ils ont dit les médias ne s'intéressent pas à nous, alors que nous représentons une part très importante, voire même la majorité de la population. Et il est très significatif que le média que les Gilets jaunes ont plébiscité, c'est la chaîne russe RT qui diffusait sur Internet, et les seuls journalistes ou reporters d'images plébiscités par les Gilets jaunes sur les carrefours, ça a été les journalistes de RT, parce qu'eux, ils passaient leur temps à donner en permanence la parole aux Gilets jaunes. Donc là, on a effectivement un phénomène très, très préoccupant et qui implique, à mon avis, une réflexion très forte des rédactions de tous les médias un peu responsables pour voir comment suivre l'évolution et les réactions des gens qui manifestent sans être pour autant organisés. En quoi les journalistes d'aujourd'hui sont-ils différents des journalistes d'hier ? Oui, moi je pense que c'est un phénomène très complexe et à mon avis qui a plusieurs éléments d'explication. Je pense qu'il y a un élément sociologique, c'est-à-dire que depuis 20 ans, ou peut-être oui, une vingtaine d'années, les écoles de journalisme en France se sont multipliées. Il y en a aujourd'hui, je crois, une quinzaine. Et elles dominent de plus en plus le recrutement des journalistes dans les rédactions. Et sociologiquement, ces écoles de journalistes reflètent qu'une toute petite fraction de la population française, fraction très urbaine, très éduquée, appartenant aux classes supérieures. Moi, j'ai longtemps enseigné à l'école de journalisme de Sciences Po, c'était presque caricatural, l'origine sociale des étudiants. Alors ça a joué. Je pense que les rédactions n'ont pas fait un effort suffisant de diversification de recrutement, avec le fait que, par exemple, il y a une impuissance des rédactions, aussi bien la presse que la télévision, à suivre ce qui se passe dans les banlieues des grandes métropoles, alors que là, il y a énormément de phénomènes positifs ou négatifs qui se manifestent, mais qui sont peu ou pas du tout couverts, parce que c'est un monde qui est étranger socialement à la plupart des journalistes. Et en plus, je pense que paradoxalement, Internet a beaucoup contribué à aggraver la tâche des journalistes. Alors, c'est un paradoxe, parce que d'un côté, on peut reprocher aux journalistes de ne pas suivre suffisamment, même pas du tout sur Internet, les mouvements de protestation sociale tels que les Gilets jaunes, et en même temps, ils passent... les rédactions leur demandent multiplient les commandes de texte, ce qui fait que les journalistes sont obligés de fournir simultanément le site internet du journal ou de la télé et les publications papier, ce qui leur donne beaucoup plus de travail qu'avant et finalement les empêche souvent d'aller sur le terrain. Donc il y a une espèce de rôle paradoxal d'Internet. D'un côté, on ne suit pas ce qu'on devrait suivre, et d'un autre côté, ça accroît la charge de travail des journalistes. Face à la désinformation et aux manipulations, comment réagissent les tenants des valeurs du journalisme ? Oui, ben c'est extrêmement difficile de réagir parce que, alors, il y a eu une réaction, la plupart, un certain nombre de journaux et l'agence France Presse ont créé des cellules pour analyser et rejeter les fake news. Donc là, il y a eu un réel effort depuis 5 ans. Je rends particulièrement hommage d'ailleurs au site, à l'équipe de l'agence France Presse là-dessus. Donc il y a eu un effort réel pour contrer les fake news. Le problème, c'est que les gens qui lisent les fake news sont, dans la très grande majorité des cas, des gens qui ne lisent pas ou qui ne regardent pas les médias traditionnels. Ce ne sont pas des gens qui lisent Le Monde ou Ouest France ou La Provence, ou même qui regardent les journaux télévisés de France 2 ou de France 3. Donc, les efforts
pour rectifier et rejeter les fake news s'adresse à un public qui est déjà convaincu que ces fake news sont fausses. Alors que les gens qui croient aux fake news sont des gens qui ne sont jamais en contact avec ces cellules de contrôle, de surveillance des fake news. Donc là on a un problème qui me paraît très, très difficile à résoudre et qui tient au fait qu'en Europe, comme d'ailleurs aux États-Unis, on voit se développer depuis 5 ans des systèmes d'information par boucle des réseaux sociaux et notamment de Facebook qui sont parallèles aux médias traditionnels et les gens qui appartiennent à ces boucles ne lisent pas les médias traditionnels. Donc les solutions sont quand même pas évidentes. Faut-il voir derrière l'évolution du métier de journaliste l'intervention des nouveaux propriétaires des médias ? Je ne vois pas, à mon avis, la seule exception. Je ne pense pas que les nouveaux propriétaires, que ce soit Xavier Niel ou que ce soit Drahi ou Bernard Arnault, les nouveaux propriétaires de médias, aient fait particulièrement évoluer le métier des journalistes et les titres qui gèrent dans l'ensemble, se comportent plutôt d'une manière correcte dans le traitement de l'information. L'exception, qui est évidemment sur toutes les lèvres, c'est le cas de Bolloré. Et là, Bolloré, incontestablement, dans les médias qu'il contrôle, a entraîné des transformations importantes et extrêmement préoccupantes. C'est le cas de Canal+, dont le secteur d'information qui était très dynamique et qui multipliait les documentaires d'investigation a été complètement réformé et aujourd'hui ne joue plus du tout ce rôle. C'est le cas de CNews et d'Europe 1 qui ont été complètement bouleversés avec des rédactions complètement remaniées dans des orientations très précises en direction de l'extrême droite. Donc, dans ce secteur-là, il y a des changements très importants. Mais ce n'est qu'un secteur. Je pense dans le reste de la presse, moi, je ne vois pas de changement et au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts, d'investigation, de recherche. Ce qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas qu'être négatif, il faut être positif, c'est ces coopérations internationales pour explorer des grands dossiers, comment un certain nombre de journaux et de chaînes de télévision d'Europe et d'Amérique unissent leurs efforts pour traiter, par exemple, les phénomènes de l'évasion fiscale ou autre. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Vincent Bolloré semblerait intéressé par le rachat du Figaro. Que pensez-vous de la concentration de médias entre les mains d'un seul homme ? Phénomène qui d'ailleurs ne concerne pas que Bolloré et qui n'est pas nouveau puisque Robert Hersant avait en son temps ouvert la voie. Je crois qu'il faut effectivement être très vigilant. Alors c'est vrai que les phénomènes de concentration de la presse ont des hauts et des bas. Il y a 30 ans, comme tu le dis fort justement, c'était Hersant qui contrôlait près de 40% de la presse quotidienne française. Le groupe Hersant a volé en éclats. Là, Bolloré investit dans les médias, mais même s'il arrivait à prendre le contrôle du Figaro, son domaine serait quand même relativement restreint. Il n'a aucune emprise, par exemple, dans la presse quotidienne régionale, qui représente la très grande majorité de la diffusion de la presse quotidienne. Et à la télévision, CNews a une audience qui est assez faible. Il y a 700 à 800 000 personnes. La France a 66 millions d'habitants. Il y a 800 000 personnes qui regardent CNews. Donc, c'est pas non plus déterminant. Ce qu'il faut voir, c'est les interactions entre les médias et les réseaux sociaux. Et là, le problème, à mon avis, un des problèmes majeurs quand même, c'est le rôle des grandes plateformes numériques, parce que en France, Facebook, avec ses filiales, WhatsApp, Instagram et autres, à mon avis, est beaucoup plus puissant que Bolloré. Et pourtant, on ne le voit pas vraiment et il n'y a pas de véritable contrôle. Moi, ce que j'avais proposé dans mon livre, c'est que les différents réseaux sociaux, Facebook,
YouTube, Twitter, en France, sont obligés de désigner un directeur de la publication qui serait soumis aux mêmes règles que les directeurs de publication des journaux ou des chaînes de télévision, et qu'on puisse éventuellement engager des actions en justice contre eux en cas de dérapage de leur réseau. À mon avis, je pense que ce serait une réforme. D'ailleurs, je connais beaucoup d'avocats qui sont très favorables, et je pense que c'est une réforme qu'il faudrait faire parce que il y a d'un côté la presse les médias traditionnels, mais il y a cet énorme espace numérique qui dérape en permanence. On le sait bien. Selon vous, que cherche Xavier Niel, déjà propriétaire de Nice Matin, mais aussi du Monde, d'autres titres et de Free, en bataillant avec le patron de la CGM, Fiducial et La Dépêche pour le rachat de la Provence? Pourquoi aujourd'hui ces riches investisseurs se disputent-ils le rachat de journaux déficitaires? Effectivement, le cas de Niel est très énigmatique parce que voilà un homme qui ne s'exprime jamais en public, qui n'a jamais donné la moindre indication sur sa vision des médias, qui même a déçu certains de ses partenaires médias. Moi, je sais qu'au Monde, il n'est jamais intervenu sur le contenu rédactionnel du Monde, mais ce qu'espéraient les journalistes du Monde, c'est que Xavier Niel fasse un peu comme a fait Jeff Bezos avec le Washington Post, c'est mettre toute son énergie, sa compétence dans le numérique pour aider le monde à acquérir une position forte sur Internet, ce qu'il n'a jamais fait. Manifestement, ça ne l'a jamais intéressé. Alors, pourquoi il constitue progressivement ce groupe de presse avec le bloc Nice Matin Provence, puisque je pense qu'il va avoir le contrôle de la Provence, avec France Antilles, avec Le Monde. Certains disent qu'il vise à faire des opérations immobilières profitables, ce qu'il est en train de faire à Nice Matin. D'autres pensent, ce qui n'est pas incompatible, qu'il cherche aussi une certaine forme de respectabilité et qu'il pense que du fait qu'il est propriétaire à la fois de journaux dans le Sud et puis du Monde, l'ouvre ses entrées dans les ministères, à l'Élysée et autres, et lui donne un poids pour les affaires qui sont vraiment importantes pour lui, qui sont d'une part Free et d'autre part ces affaires immobilières qui sont absolument gigantesques. Donc, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu. Il semblerait, mais comme il ne s'exprime jamais, on peut essayer de deviner, qu'il vise à acquérir une respectabilité qui lui permettrait de mieux gérer, avec plus de profit, ses autres affaires. Doit-on redouter que ces nouveaux propriétaires de médias soient plus portés sur l'influence que sur le journalisme? Oui, ça va forcément de pair. Moi, je pense, pour prendre un autre exemple, je pense que le fait que Bernard Arnault soit propriétaire et d'un grand quotidien régional qui est le Parisien et d'un quotidien majeur dans le domaine de l'information économique et les échos, manifestement, il cherche une influence qui, là aussi, lui ouvre les voies de la politique. Le fait que Bernard Arnault et Xavier Niel et tous les deux, enfin c'est une notoriété publique, je ne trahis aucun secret, et tous les deux leurs entrées à l'Élysée et des liens étroits avec le président Macron, c'est quand même pas non plus l'effet du hasard. Ça vient de leur poids industriel, mais ça vient aussi du fait que tous les deux contrôlent des médias importants, Le Monde d'un côté, Les Échos et Le Parisien de l'autre. Lors de changements d'actionnaires majoritaires issus du monde des affaires et proches des milieux politiques, les journalistes craignent parfois d'être transformés en influenceurs. Est-ce une crainte justifiée? Oui, non, mais c'est une crainte qui est justifiée, surtout que c'est dans les rédactions, ce sont des processus très feutrés. Il ne faut pas du tout imaginer, par exemple, que Bernard Arnault décroche tous les jours son téléphone pour donner l'ordre au rédacteur en chef des Échos de faire sa une sur tel ou tel sujet. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil, plus feutré. Ce sont des échanges informels, des influences qui se jouent entre le propriétaire et les rédactions. Je pense en même temps,
Dans la plupart des rédactions, les journalistes réagissent, ils obtiennent souvent quand même des conventions avec l'actionnaire qui protègent une certaine indépendance. Donc pour le moment, je pense que les choses se passent relativement bien, sauf dans le cas des publications liées au groupe Bolloré. Mais il faut être extrêmement prudent pour l'avenir et je pense qu'il faut être surtout très très vigilant parce que ce risque permanent existe et il y a ce risque-là et puis je trouve aussi des risques d'atteinte à la déontologie liés par le rythme effréné d'Internet. C'est-à-dire, on a vu quand même plusieurs dérapages des médias ces dernières années qui étaient liés au fait qu'ils avaient sauté sur des informations diffusées sur Internet qui s'étaient révélées complètement fausses. Et là, il y a une question de vitesse. Je pense c'est un gros sujet de préoccupation. C'est comment ne pas être prisonnier de l'accélération de la circulation d'informations. Comment améliorer la formation des jeunes journalistes et mieux les préparer à affronter et comprendre le vrai monde qui les entoure ? Je pense qu'il faudrait, pendant le cycle d'études d'une école de journalisme, obliger plus les étudiants à aller sur le terrain. Et quand je dis aller sur le terrain, aller sur des terrains pas forcément favorables ou plaisants, c'est-à-dire aller dans les banlieues, voir ce qui se passe dans la France profonde, les obliger à faire des stages, soit dans les quartiers, des quartiers difficiles, soit dans des zones reculées et très défavorisées de la France rurale, pour qu'ils sortent un peu de ce climat hyper urbain dans lequel ils vivent et qui les empêche, à mon avis, d'avoir une vision de la réalité de la société française, quoi. Alors c'est ça, je pense qu'il faudrait plus les obliger à faire des sessions sur le terrain et pas des stages à la rédaction de France Inter ou à la rédaction du Monde. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa faire un stage de 3 mois à la rédaction du Monde que de passer 3 mois à Aubervilliers. Mais je pense qu'ils en apprendront plus à Aubervilliers qu'à la rédaction du Monde.